Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui sur les monuments, c'est-à-dire qu'on prend en fait le prolongement de quelque chose que j'avais entamé il y a fort longtemps, qui était Vieux Fantasme, comment est-ce qu'un coureur peut être compétitif et viser les 5 monuments la même année. Voilà, donc ça c'est vraiment quasiment une utopie parce que c'est très délicat. Alors je pars du principe quand même qu'au niveau courbe de forme, on sait comment faire. Au niveau pic de forme déjà, il y a un choix à faire, parce qu'un pic de forme, il va durer 21 jours environ. Et 21 jours, eh bien, ça n'est pas l'écart entre Milan-San Remo et Liège-Bastogne-Liège. Donc il y a un choix à faire, il faut privilégier l'un ou l'autre, il faut voir, sachant qu'on peut difficilement gagner parfois quand on n'est pas en pic de forme. Bref, ça c'est encore une autre problématique, ça peut se faire. Voilà, alors je vais me baser sur tout ce que j'ai pu observer là dans mes différentes parties, qui sont elles-mêmes loin d'être finies, mais on peut quand même déjà tirer pas mal de conclusions. Alors déjà, il y a l'Auto-Soudal. L'Auto-Soudal, en fait, ils ont 3 saisons qui ont été jouées, et en 2018, par exemple, sur Milan-San Remo, on avait réussi à faire quelque chose qui s'avère finalement être pas si difficile quand on réfléchit bien et quand on compare un peu les degrés de difficulté de chacun des monuments, où on s'aperçoit que s'échapper dans le Poggio avec un puncher, c'est faisable. C'est vraiment faisable. C'est bête à dire, mais ça n'est pas arrivé souvent dans la réalité. On regarde les 20 dernières années, hein, j'en parlais dans la vidéo sur Milan-San Remo là. Ça n'est arrivé que 3 ou 4 fois si on prend les choses au sens large. Alors au Tour des Flandres, on avait vu, il y avait Christophe qui s'était imposé devant un groupe de costauds. Idem à Paris-Roubaix. Donc la première année, Christophe il avait fait main basse sur les deux monuments flandriens. Et puis à Liège, en fait, coup relativement miraculeux, Tim Wellens avait réussi à s'échapper dans Saint-Nicolas. Et donc, évidemment, en s'échappant dans Saint-Nicolas, c'était assez aisé de conclure. Mais ce qui était surprenant, c'est de s'être échappé dans Saint-Nicolas. Voilà. Après, dans la foulée de son titre de champion du monde, toujours le dénommé Tim Wellens avait, pour le coup, cette fois-ci, fait la différence dans la dernière descente du Tour de Lombardie. Donc là, c'était vraiment tendu parce que s'échapper dans une descente, c'est pas toujours évident, mais on a vu que ça peut arriver dans la réalité. Alors pas dans la dernière, mais Nibali l'a fait sur 2 tours de Lombardie dans le Civiglio. L'année suivante, à Milan-San Remo, j'espérais gagner avec Tige Benoît, et puis heureusement que Alberto Bettiol a pu s'accrocher à Peter Sagan qui avait suivi, pour ensuite conclure au sprint. Ensuite, au Tour des Flandres, j'étais vraiment rempli d'espoir à ce moment-là pour Tige Benoît, Wout van Aert, qui avait été recruté pour aider. Et puis finalement, sur un petit coup de filou, je fais démarrer Benoît son sprint assez avant les autres, avant le Van Avermaet habituel, avant le Peter Sagan, et puis ça passe. Voilà. Donc c'est un petit Tour des Flandres en filou, celui-là. Derrière, il y a une accumulation de malchance. Pourtant, c'était une année 2019 sur laquelle Tige Benoît, il n'était pas très loin de pouvoir taper le chelem. Mais on a vu qu'il a échoué donc à Milan-San Remo un peu, sur un malentendu. Et puis surtout, là, il va y avoir comme ça une déception à Paris-Roubaix, puisque Peter Sagan va s'échapper très largement. Il n'y aura eu personne à ce moment-là pour rouler. Et puis voilà, on était trop faible, hein, c'est comme ça. Donc Sagan, Van Avermaet, Benoît fait 3. Et puis à Liège, en revanche, ça s'était passé plutôt pas mal, mais sur une config différente, c'est-à-dire qu'Alaphilippe avait un peu grillé ses cartouches
en voulant s'échapper un petit peu trop tôt. Et dans la foulée, après un beau positionnement en bas de la côte de Hans, Benoît l'avait emporté, notamment grâce à un énorme travail de Tim Wellens. Alors, on est de nouveau sur du Tour de Lombardie, donc cette fois-ci en 2019. Gros boulot de Manu Buchmann cette année-là, avec un Tige Benoît très très fort qui sort de son titre de champion du monde et qui finalement ne connaîtra pas beaucoup de difficultés pour, dans un premier temps, suivre les attaques des uns et des autres. On a vu Kwiatkowski et dans un dernier temps s'échapper carrément là dans le Civiglio. Donc en terminant vraiment en solitaire de manière assez jolie. Une des jolies victoires de cette partie. Et puis en 2020, toujours avec Lotto Soudal, cette fois-ci on a encore plus musclé le jeu dans le Poggio sur Milan-San Remo, à tel point que Sagan s'est retrouvé il avait changé d'équipe entre temps, s'est retrouvé dans l'impossibilité de suivre, et à l'arrivée c'est Tige Benoît qui s'impose devant un groupe de coureurs très très costauds. Donc voilà, en fait il y a 4 punchers qui s'étaient fait la malle, parce que Van Avermaet peut aussi être considéré comme cela, même si c'était un Flandrien. Voilà, donc c'était encore une fois plutôt réaliste à la limite comme scénario, ce scénario Milan-San Remo 2020. Après, j'avais tenté le truc totalement fou d'essayer de gagner en solitaire au Tour de Flandre avec Wout van Aert, et après un énorme espoir qui était lié à une avance considérable, ben en fait il a craqué. Voilà, vous avez vu à ce moment-là, il n'y a plus de barre jaune. Et puis derrière, on est repris. Puis ça tardera pas, voilà, à repartir. Il y a notamment un énorme boulot de Van Avermaet qui va partir, qui va s'imposer devant Stuyven. Donc intéressant, Stuyven, ça donne aussi une indication. Et là, en 2020, j'étais là encore énormément focalisé sur ce Paris-Roubaix, et impossible d'aller rivaliser avec un Peter Sagan, puisqu'on on est tout seul à devoir rouler sur lui, et ça finira. Regardez, il lève les bras, c'est amusant, et puis oh, mais finalement je vais pas lever les bras, je vais assurer le coup. Ça finit, mais à pas grand chose. J'ai des gros regrets sur ce Paris-Roubaix là, mais bon, voilà, ça fait partie, c'est rigolo. Après, dans la foulée à Liège, scénario où on est très très fort en fait. Là, avec une équipe très très forte et un Tim Wellens qui se fait parfaitement emmener par notamment Van Endert, mais il y a eu un gros travail de pas mal d'équipiers là sur ce Liège-Bastogne-Liège. Il y a victoire relativement nette, surtout que à la Philippe s'était un petit peu fait enfermer. Et puis, on arrive là sur quelque chose que je vous ai récemment proposé, c'était évidemment un tour de Lombardie en 2020 sur le parcours 2016 cette fois-ci, le parcours spécial 110e édition du Tour de Lombardie. Donc c'est pour ça que ce parcours n'a été qu'en 2016 et pas en 2017, 2018 ni 2015. Voilà, donc là il fallait résister en montagne, ce coup-là. C'était très important de pouvoir résister en montagne. Puis après, c'est vrai que sur un dernier secteur pavé montant, type un peu Tour des Flandres, qui est-ce qui pouvait rivaliser avec Tige Benoît parmi Thibaut Pinot, Quintana, etc. Romain Bardet, c'était pas possible. Donc pour Milan-San Remo, je pense que le tour de la question, il est relativement fait. J'ai pas beaucoup évolué par rapport à ce que je disais dans ma vidéo sur comment gagner avec un puncher. Ça me paraît relativement évident que des notes en vallon, des notes en endurance, des notes en accélération sont assez essentielles. On peut éventuellement y rajouter la note en descente quand même. Vous voyez par exemple, ça c'était un autre scénario. C'était la victoire de Nibali avec les Bahrain Merida quand je voulais coller à la réalité de ce qui s'est passé en 2018 sur Milan-San Remo, donc où on avait
gagner comme ça avec Nibali en solitaire, hein, on peut le dire, hein, même si le peloton revient derrière très très fort, un petit peu comme ce qui s'est passé. Et puis, pour ce qui est du Tour de Flandre, eh bien, je pense sincèrement qu'en deçà de ce que j'ai inscrit ici, c'est impossible de gagner. C'est impossible de gagner. Maintenant, on peut avoir des surprises. On peut vraiment avoir des surprises et finalement se retrouver avec un vainqueur auquel on ne s'attend pas. Euh, J'en veux pour preuve ce qui s'est passé là avec les Andiam Ragazzi où on voit Peter Sagan qui a réussi à se barrer, mais Marcato qui revient sur lui. Euh, bon, disons que en fait sur ce Tour de Flandre, comme tout se passe dans les 60 derniers kilomètres avec cet enchaînement terrible où il y a comme ça 3 fois le vieux Quarmont, il y a juste derrière à chaque fois il y a le Paterberg dans lequel il y a une différence qui peut se faire lorsqu'on a un coureur qui est fort en vallon. Mais après, dans les 12 ou 13 derniers kilomètres de plat, il y a une petite guéguerre entre hommes forts qui s'opère, et cette guéguerre, elle mène à ce que si vous avez eu les moyens de suivre, regardez dans le dernier kilomètre, il y a quand même moyen, un petit peu à l'image de ce qui avait été fait avec Tish Benoît, hein, cette victoire de Marcato, elle ressemble à celle de Benoît, sauf que l'équipe là, Andiamo Ragazzi, sur ce coup-là, était moins forte. Mais regardez, il y avait aussi cette version là, la version Philippe Gilbert, donc qui avait pas une équipe faible, mais qui se retrouve quand même dans le final très très seul, hein. Et donc là, on est dans le troisième passage au vieux Quarmont, troisième et dernier passage. On voit Peter Sagan, champion du monde, dans sa roue à Philippe Gilbert. On va être tenté pour une fois une accélération ici, là. Ce que je fais pas systématiquement, puisque je tendance plutôt à m'économiser à cet endroit-là et plutôt suivre les attaques maintenant. Mais à cette époque-là, j'avais essayé de provoquer les choses. Puis Philippe Gilbert était très très fort ce jour-là et avait réussi à suivre Sagan. Donc l'importance de la note d'accélération, à mon sens, qui permet sur ce coup-là, en ayant un beau puncher comme peut l'être Philippe Gilbert, hein, euh, qui permet de suivre, et puis ensuite après, une fois qu'on lui a bien pris sa roue, ça permet de le déposer éventuellement. Ensuite sur Paris-Roubaix, eh bien, bon, je suis dans l'abstrait puisque je l'ai pas encore gagné, ça ne saurait tarder, hein, j'espère. Je pense que il y a une forte exigence de note de plaine, d'endurance et de pavé, hein. Mais j'y rajouterai quand même bien volontiers la note d'accélération. Et puis comme ça arrive rarement seul, sauf si on est Peter Sagan, peut-être quand même ne pas être dégueulasse au sprint. Après, la forme du jour, elle peut faire ce qu'il faut au niveau des bonus, et faire que si vous avez 72, 73, hein, je pense à un Benoît qui a 73, vous faites plus 5 et puis, ou plus 4, et puis tout de suite, au niveau du sprint, ça va quoi, ça passe, ça doit passer. Surtout avec une barre jaune bien présente sur le final. Vous voyez par exemple là c'était un scénario dans lequel Philippe Gilbert il s'était fait totalement épuisé, hein, au final dans ce Paris-Roubaix que j'avais disputé avec lui, totalement épuisé par des efforts à mon avis mal dispensés. Encore une fois le scénario du Peter Sagan qui s'échappe sur les tout derniers secteurs pavés. Il aime bien aussi attaquer sur le Mont-Saint-Pével, j'ai remarqué ça. Et sur l'avant-dernier aussi. L'avant-dernier secteur pavé, il l'aime beaucoup. Par contre, sur le dernier secteur pavé, il se passe rarement quelque chose parce qu'il est trop court. Il n'est pas assez difficile pour qu'il s'y passe quoi que ce soit. On voit par exemple par contre que sur le cas de Marcato qui sortait d'un doublé Gant-Wevelgem Tour de Flandre, qui vient faire 3, ben tiens, là ça se termine avec un Sagan qui s'est fait reprendre, et puis c'est Christophe qui vient conclure. Tiens, c'est marrant, on retrouve quand même souvent les mêmes, hein, c'est intéressant. Après, à Liège, peut-être c'est plus facile à appréhender. Il faut une grosse note en vallon, il faut une grosse note en endurance, et puis il faut être capable de suivre à la Philippe
Et pour cela, je pense qu'on ne peut pas s'en sortir sans équipier très fort. Je veux dire par là qu'un très très bon coureur tout seul aura du mal, mais il n'y a pas besoin d'avoir non plus 5 ou 6 équipiers très forts, hein, voilà. Alors il y avait eu un scénario un peu ubuesque dans lequel, avec les quick-step, là, quand j'avais tenté le truc avec Philippe Gilbert, il y avait une chute totalement incroyable qui s'était produite et qui avait du coup résolu la question, mais sans qu'il y ait vraiment de combat. Donc c'était un peu, pour l'intérêt de la course, c'était un petit peu décevant, même si j'étais content d'avoir gagné, mais voilà, c'est tout quoi. Et puis avec les Andia Moragazzi, toujours pareil, attaque relativement massive dans Saint-Nicolas pour reprendre un Nibali qui avait tenté le coup de loin au panache. Donc Nibali s'était fait totalement absorber. Et puis ensuite, heureusement qu'un Gianni Moscon avait su emmener Gasparotto vers la victoire. Gasparotto profitant ainsi de ses énormes qualités d'accélération pour conclure, malgré une note de sprint tout à fait moyenne. Et puis alors, sur le Tour de Lombardie, les valeurs que je mets là, il faut pas être au plancher de ces valeurs-là toutes, sinon on n'a pas grand-chose à espérer en mon sens. Pic de forme requis, hein, bien évidemment. Non, ce que je veux dire, c'est que si on a une note meilleure que cette valeur-là et une note plancher parmi les trois, là, ça peut passer, voilà. Mais l'énorme question que je me pose, c'est quelle importance joue la note en montagne. Alors là, on est sur le parcours, par exemple, parcours actuel, parcours 2015, hein, si on s'intéresse à ce qu'il y a dans les variants, parcours 2018, parcours 2017. Sur ce parcours-là, il y a le mur de Sormano. Après le reste, même si dans le Civilio, il y a un passage qui est noir, hein, il y a un passage qui dépasse les 10%, mais j'ai l'impression que celui-là, un puncher, il peut se le faire. Il peut se le faire. Pas besoin d'avoir vraiment une grosse note en montagne sur le Civilio. Mais par contre, il faut une énorme endurance, hein, ça va sans dire. De toute façon, c'est surtout les monuments. Ça, on n'en parle même pas parce que c'est le prérequis sans lequel il se passe rien. Mais je pense tout de même que il va falloir que je teste un peu l'histoire de la note en montagne. Ça, c'est vraiment un petit axe de recherche là pour moi dans les prochains temps parce que ça me plaît bien. Euh, qui peut gagner les trois la même année? Je pense que vous m'avez compris. Hein, on pense tous au même. Je pense sincèrement que dans le jeu, Tige Benoît est le mieux armé. Voilà, c'est clair. Hein. Et puis par contre, j'ai des doutes sur qui peut aller chercher le Tour de Lombardie parmi un Moscone, un Van Aert, un Sagan. Alors, surtout, ne me répondez pas, oui, mais Moscone il a déjà fait podium. Oui, 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 d'accord, mais là on parle dans la vraie vie. Mais moi je vous parle dans PCM. Dans PCM, est-ce que Moscone, avec son pauvre 71 là actuel, là, non, mais avec Mandia Moragazzi, je suis au mois de juillet, il a 71 en montagne, je pense qu'à tout péter, il aura 72. S'il a fait un progrès, ce qui m'étonnerait même d'ailleurs, d'ici là, d'ici au moment où il va le jouer, est-ce qu'avec cette note-là, il peut aller chercher le Tour de Lombardie sur parcours 2016 par exemple? Voilà, ça c'est une vraie question. Est-ce que Wout van Aert peut, avec son 69, je crois, en montagne, quelque chose comme ça, et ses immenses qualités par ailleurs, aller chercher le Tour de Lombardie? Voilà. C'est des questions. Est-ce qu'un Peter Sagan peut se faire les 5 sur la même année? C'est quelque chose, une question à laquelle j'ai envie de répondre dans pas très très longtemps, celle-là. Voilà, donc les monuments, je trouve que c'est passionnant. J'adore ces courses-là. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les autres. Hein. Il y aurait beaucoup à dire sur Gand-Wevelgem, il y aurait beaucoup à dire sur le GPE3, sur la Flèche Wallonne, etc. Sur l'Amstel. Ça arrivera peut-être un de ces jours, mais aujourd'hui, voilà, c'était prolongement de cette histoire de monument, parce que je vais réactiver la piste dans les temps à venir, en parallèle du reste. Et puis l'Autosoudal est motivé pour 2021, avec cette saison qui s'annonce là, qui va démarrer dans très très peu de temps, parce que j'ai déjà installé tous mes variants. Et puis les Andiamo Ragazzi ont encore peut-être un tour de Lombardie à aller chercher. Et justement, Moscone sera concerné, ça peut être assez intéressant de voir
comment le jeu se comporte par rapport à ses notes à lui. Je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, vos expériences. Je pense qu'on a tous un peu voilà, des avis sur le sujet. Je vous dis à très très bientôt. Bye.